Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cet entretien spécial. Il a choisi Alger comme escale mémorielle et intime, mais aussi comme une étape décisive pour matérialiser ses engagements et prise de position politique et morale. Son geste puissant à l'Assemblée nationale française, brandissant le drapeau palestinien, a retenti dans le monde entier comme un appel à la résistance face à la barbarie, à l'inhumanité et au génocide légalisé à Gaza par une France complice des criminels sionistes. Sa visite est par ailleurs le symbole de l'autre France, pas celle qu'on regarde sur les médias d'extrême droite, mais celle qui prône le dialogue apaisé, respectueux et constructeur avec l'Algérie, celle aussi qui rejette l'invective et les menaces dirigées contre sa population arabo-musulmane. Sébastien Delogu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour les mots que vous venez de dire. C'est rare que un média nous accueille comme ça. Eh bien, vous êtes le bienvenu. C'est tout le contraire. Vous l'avez bien compris. En France, c'est très compliqué. Oui, j'avais très bien compris. Je rappelle que vous êtes député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, issu de la France insoumise. Alors, on va revenir sur votre visite à Alger, en Algérie, plus précisément, parce que vous avez été à Oran aussi. Elle revêt donc d'abord un cachet familial, intime. Votre arrière-grand-père maternel repose en Algérie, à Oran précisément. Quelle est l'importance de vos liens avec l'Algérie? Écoutez, tout d'abord, ma mère est présente lors de ce déplacement. Elle a tenu à m'accompagner et j'en suis honoré. Nous avons découvert donc la tombe de nos grands-parents, de son grand-père, son arrière-grand-père, à Oran, dans un cimetière dont on a récupéré tous les corps pour les déplacer et les mettre dans un seul cimetière. Donc le cimetière d'Essénia a été déplacé sur Oran et donc nous sommes allés nous recueillir devant les restes de nos ancêtres. Et c'était pour nous très émouvant. Ma mère pleure énormément parce que c'est très touchant. On a l'impression d'avoir des racines ici qui sont un peu oubliées et ça fait toujours plaisir, vous savez, quand vous arrivez dans un endroit où vos ancêtres ont marché, ont vécu, ont travaillé, mais ont aussi beaucoup souffert du fait de la colonisation, sont aujourd'hui précédés par nos pas et c'est très important de tenir le cap face à tout ce qui s'est passé et se dire que notre place est aussi de l'autre côté de la Méditerranée. On a besoin de retrouver notre histoire, l'histoire des nôtres. Et ces liens, vous les revendiquez. On vous a vu dans une vidéo l'an dernier qui vous montrait, ceint de votre écharpe tricolore, embrassant l'emblème algérien à une manifestation d'ailleurs pro-palestinien à Marseille. On peut imaginer que ce geste a fait grincer quelques dents en France, compte tenu de votre position donc de parlementaire, mais aussi du climat politique toxique qui entoure donc notamment votre famille politique, LFI, la France Insoumise. Est-ce que c'était une manière pour vous de revendiquer justement ces liens, ou est-ce que c'était un véritable pied de nez en direction des descendants de l'OAS qui nourrissent et qui perpétuent aujourd'hui la discorde entre Alger et Paris? Bon, déjà, ce que je voudrais vous exprimer ce soir, c'est que la masse populaire en France n'est absolument pas d'accord avec ce qu'il se dit par le biais de certains ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui aujourd'hui invective, menace l'Algérie et s'oppose à tout propos qui pourrait essayer de faire avancer nos deux peuples. Et donc, du coup, il est vrai que, comme faisant partie du peuple, en étant maintenant représentant du peuple, oui, j'ai pour ma part embrassé le drapeau de l'Algérie parce que nous avons, avec ma famille, nos racines ici. Et il était important que les gens qui m'entourent, celles et ceux qui me regardent à travers la politique que je mène en France, sachent que j'ai aussi des racines ici. Et arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai dû avoir affaire, comme vous l'avez dit, à des personnes qui ont pour nostalgie l'époque de l'OAS, des descendants de fondateurs de l'OAS, comme la famille Tabarot, avec lesquels je me suis disputé, invectivé, où je les ai parfois même maltraités en les traitant de racistes, de colonisateurs, puisque c'est leur propre famille qui ont aujourd'hui fait en sorte qu'il y a eu
des gens qui ont été massacrés sur le sol algérien. Et mon grand-père, moi, a été sauvé par le FLN et donc a fui l'OAS. Et je ne peux pas laisser dire des paroles qui, aujourd'hui, diviseraient encore plus nos deux peuples, alors qu'il est plutôt temps de reconnaître et de faire en sorte que nos deux peuples qui s'unissent et qui se sont unis à travers le temps, l'histoire, la douleur, mais l'amour aussi, parce qu'il y a beaucoup de franco-algériens qui se sont mariés et qui aujourd'hui ne supportent plus entendre les invectives du côté du gouvernement français. Oui, de la droite et de l'extrême droite. Tout à fait. Tout à fait. Alors justement, les voies du dialogue entre Alger et Paris n'ont jamais paru aussi bloquées. Comment votre visite à Alger peut contribuer à faire en sorte de le relancer, ce dialogue? Écoutez, moi, je suis venu pour apprendre dans un premier temps et comprendre ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé et ce que vous avez aussi à nous apporter. Parce que de l'autre côté de la Méditerranée, quand vous écoutez les médias, vous avez l'impression que c'est l'Algérie qui, aujourd'hui, est, on va dire, coupable de tout. Oui. Mais quand vous arrivez ici, vous apprenez à avoir un peuple qui vous accueille d'une manière dont, honnêtement, je n'ai jamais été accueilli. Tout le monde est gentil, tout le monde sourit, tout le monde prend soin de moi et on me reçoit d'une manière magnifique. Et puis, quand vous venez pour apprendre ce que le peuple algérien a à donner, le jour où j'aurai à prendre des décisions, je pourrai bien évidemment donc agir en conséquence et arriver à sur la base de ce que vous avez appris lors de vos déplacements. Et donc du coup, un simple exemple, vous savez, vous avez quelque chose qui nous relie, c'est-à-dire la mer Méditerranée, qui aujourd'hui par le monde, on va dire, capitaliste, a fait en sorte que c'est la mer la plus polluée du monde, et pour les réactionnaires, les politiciens qui sont un peu réactionnaires, faire en sorte que la Méditerranée est un cimetière. Et nous pouvons, avec intelligence et respect, d'égal à égal, arriver à trouver une entente pour essayer de reconstruire ensemble peut-être les accords commerciaux entre nos deux peuples pour que le port de Marseille, par exemple, puisse essayer de collaborer avec le port d'Alger, de Djenjen, d'Oran, j'ai entendu. Plus intensément. Et donc on se doit de comprendre comment on peut agir pour essayer de renouer des liens. Et c'est ce que je suis venu faire, c'est-à-dire apprendre et écouter pour pouvoir agir et décider plus tard. Alors, avant votre visite, une délégation composée de 40 élus français et franco-algériens était venue participer à la commémoration du 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Ce n'est pas commun que des élus français se déplacent à Alger pour revendiquer justement ce lien entre les deux peuples, les deux pays. Est-ce que c'est une forme de pression politique que c'est vous aussi, en tant que parlementaire, vous êtes en train d'exercer sur la France pour justement pour montrer qu'il y a une partie du pays qui ne souhaite pas cette rupture avec Alger? Écoutez, comme des millions de Français, nous pensons que les liens qui nous lient avec l'Algérie sont très forts. Et il faut comprendre que nous devons faire tout ce que nous avons en notre capacité d'action. Nous devons enclencher tout ce qui est possible pour pouvoir enclencher des liens diplomatiques entre les deux pays et d'apaisement, de respect, pour pouvoir essayer d'avancer. Et donc, de voir des parlementaires venir, je suis ravi de les avoir vus marcher à Alger et de mettre une pression sur un gouvernement qui aujourd'hui invective le peuple algérien et qui le méprise, alors qu'ils ont tellement à donner, tellement à offrir, qu'il serait aujourd'hui, ça serait une grave erreur de ne pas prendre en considération tout le respect qu'a le peuple algérien pour les Français, alors qu'ils se sont fait coloniser pendant de nombreuses années. Alors est-ce que c'est une forme de pression politique de pression politique qui est en train de se mettre en place finalement au niveau du Parlement français, de l'Assemblée nationale française? Oui, mais c'est aussi important que nous montrons qu'il y a une autre voie. Oui. Et cette voie-là existe. Oui. Celles et ceux qui, aujourd'hui, vous parlent avec respect, vous considèrent comme un peuple grand,
fort, qui a un avenir devant lui qui est magnifique, avec des opérations visionnaires sur la politique que vous pouvez mener à l'intérieur. Et donc nous sommes là pour vous dire que les élections, c'est cyclique. Et donc si c'est cyclique, ces personnes-là ne seront plus au gouvernement la prochaine fois, parce que nous ferons tout pour les faire partir. Et donc du coup, il restera donc les personnes qui sont venues vous voir et nous, pour essayer de renouer des liens. Donc nous mettons effectivement une pression politique, comme ça a été, vous le savez sûrement, mais a été le cas lors de mes prises de position à l'Assemblée nationale, quand on a voulu dénoncer les accords entre la France et l'Algérie. Oui, alors vous dites justement qu'il y a une autre voix, effectivement, qui rejette ce discours haineux, cet acharnement sur l'Algérie. Néanmoins, lorsque nous, Algériens, regardons les médias communément appelés médias Bolloré et autres, c'est les médias d'extrême droite, on a tendance à penser que les partisans de la rupture sont plus nombreux. Ils sont d'ailleurs plus visibles dans ces médias. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est l'effet d'un matraquage médiatique massif, justement, pour manipuler l'opinion publique ? Écoutez, madame, moi je suis très clair dans ces propos. Les médias aujourd'hui sont, comme vous l'avez dit, bollorisés. C'est mes mots, je l'ai dit sur le perchoir de l'Assemblée nationale, donc je n'aurai aucun reproche de le faire ici sur votre plateau. Je les appelle les chiens de garde, pour la simple et bonne raison qu'ils se permettent toutes les invectives envers votre peuple. Et donc, ces personnes-là, aujourd'hui, prennent et propagent des fake news qui sont reprises jusqu'à même le gouvernement. Et donc, ce qui est important de dire, c'est que c'est pas qu'ils mettent autant d'intensité pour essayer de faire passer un message raciste, colonialiste, que le peuple français accepte ces messages-là. Il les écoute, il les regarde pour les juger, mais ils ne sont pas d'accord avec cela. Comment vous le savez ? Vous avez une belle vous le savez comment, monsieur Delogu ? Tout simplement parce que, madame, j'ai gagné du premier tour dans ma circonscription où je suis élu député. C'était inédit, ça n'a jamais été le cas à Marseille, jamais personne n'a gagné du premier tour. Et le peuple qui m'entoure dans ces quartiers sont riches et variés, et il y a notamment beaucoup d'Algériens et d'Algériennes. Et donc, du coup, j'estime qu'en votant massivement pour un député comme moi, qui appelle à la paix, à l'apaisement, essaye de porter un message humaniste, amène à ce que aujourd'hui les gens ont compris. Et je pense même qu'ils nous font même de la publicité quand ils parlent comme ça, quand ils propagent leurs fake news et qu'ils nous invectivent, parce qu'ils mettent en valeur aussi une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, et ça rassure aussi mais vous faites aussi l'objet, je parle de LFI, ce parti fait l'objet d'un véritable acharnement médiatique finalement. C'est compliqué aujourd'hui de faire valoir justement le discours d'LFI parce qu'il est immédiatement épinglé, discrédité en tout cas par ces médias d'extrême droite. Je vais vous dire, madame, moi je suis député de la nation française. J'ai subi à mon domicile une perquisition il y a quelques semaines. Allez comprendre pourquoi. La personne qui aujourd'hui dépose une plainte contre moi est l'ancien responsable du CRIF à Marseille, mais aussi une personne en parallèle qui a fait des détournements de fonds publics et qui n'a pas payé des salariés dans une entreprise, et donc qui a causé plusieurs problèmes, notamment des problèmes d'hygiène dans les gares et les métros à Marseille. Et puis la réponse a été claire. On est venu me perquisitionner pour me demander où j'avais eu ces documents. Oui. Donc, malgré la pression... On a parlé dans les médias de documents volés. Voilà, malgré la pression, malgré les menaces, nous restons concentrés et nous essayons de travailler un programme politique. Donc vous dites qu'en tant que parlementaire issu de LFI, la France Insoumise, vous faites l'objet d'un acharnement judiciaire aussi. Et regardez Mathilde Panot, vous dites ce soir. Regardez Mathilde Panot qui a été... convoqué pour apologie du terrorisme. Rima Hassan, c'est pareil. Moi, j'ai été perquisitionné. On a droit à tout, mais à tout. Mais regardez, ça nous renforce, puisque nous n'avons jamais été aussi haut dans les sondages. Et moi, à Marseille, on a fait des sondages. Je ne suis pas encore candidat à la mairie de Marseille, mais je suis à 20%. C'est-à-dire 7 points derrière le maire actuel, PS. Oui. Donc ça prouve que l'activité que nous avons amène à ce que nous avons aussi derrière nous la population qui essaye de s'inscrire dans
dans la dynamique que nous essayons de propulser. Et qu'elle vous reconnaît aussi en tant que premier parti d'opposition Tout à fait. de France. Alors, le 26 février dernier, le Conseil de la Nation a acté chez nous la suspension immédiate de ses relations avec le Sénat de la République française après la visite jugée provocatrice et évidemment contraire à la légalité internationale de Robert Larcher, président du Sénat français à l'Aïoun occupé, territoire non autonome du Sahara occidental. Y a-t-il des personnes, des partis ou des entités qui œuvrent à la reprise de la coopération parlementaire entre la France et l'Algérie, y compris donc pour relancer le protocole de coopération parlementaire signé en 2015? Alors, moi, tout ce que j'ai à vous dire sur ce sujet, qui est pour ma part très important, je suis extrêmement déçu de la démarche du président du Sénat, mais vous savez, il est important aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de se fier en fait à l'ONU, aux rapports qu'ils émettent, et donc de se fier au droit international. Quand je me suis rendu en Arménie, c'était pour respecter le droit international. Je l'ai fait aussi en Palestine, et concernant ce dossier très épineux du Sahara occidental, je me place derrière la plus grosse entité politique, qui est donc l'ONU, et l'ONU est en train déjà de faire un processus de demande de référendum pour que l'autodétermination des peuples sur place puisse s'exprimer. Et donc moi, je me range derrière ces institutions. Je n'ai pas aujourd'hui... Donc aujourd'hui, les officiels français comment dire, leurs actions sont contraires à la légalité internationale. Parfois, oui, madame. En déphasage, c'est le mot que je cherchais. Pourquoi? Ils sont en déphasage avec la légalité internationale, on peut le dire. À certains moments, oui. Par rapport à ce dossier, notamment du Sahara occidental. Nous le voyons aussi pour ce qui se passe en Palestine. Il y a un génocide en cours à Gaza. Qu'est-ce qui se passe? On ne reconnaît pas l'État de Palestine, on ne fait pas un embargo sur les armes, on n'essaye pas d'arrêter le processus d'association avec l'Union européenne et Israël. Donc du coup, vous voyez bien que on bafoue complètement le droit international et ça se normalise en quelque sorte dans le visage politique, sûrement avec une pression assez importante de quelques castes politiques qui essayent de toujours amener des lobbies à travers le monde politique, mais il faut rester concentré, il faut rester rigoureux dans les propos que nous pouvons tenir et surtout se ranger toujours derrière le droit international, ce qui est le plus important pour des valeurs humanistes. Mais est-ce que ça ne rend pas aujourd'hui la France ou la voix de la France inaudible à l'international? Être contraire au droit international dans des dossiers importants. On a vu ce matin que le ministre des Affaires étrangères, ministre français, a appelé à sanctionner ou à réappliquer les sanctions contre l'Iran que l'Union européenne avait levées il y a une dizaine d'années. On a vu que sur la Palestine, la France est littéralement complice avec l'envoi de certaines munitions à l'entité sioniste. Et sur des dossiers aussi importants, comme on disait, comme le Sahara occidental, la France, est-ce qu'elle ne serait pas en train de se discréditer, justement, sur le plan diplomatique? Écoutez, je pense que effectivement, la voix de la France s'affaiblit. Pour la simple et bonne raison que vous avez parfois des décisions qui amènent à ne pas comprendre l'action gouvernementale, avec des ministres qui aujourd'hui font de graves erreurs de politique internationale. Mais vous avez une autre voix en France qui essaie justement d'apporter beaucoup de solutions aux problèmes internationaux que nous rencontrons tous. Et donc du coup, la voix de la France n'est pas totalement morte, on va dire, mais elle s'affaiblit un petit peu. Oui. Mais vous pouvez garder espoir, puisqu'il y a bien évidemment une autre voie, celle de la paix, qui essaie d'émerger à travers tout le pays, et notamment, vous le verrez, je l'espère, aux prochaines élections. Prochaines élections, vous comptez beaucoup sur ce prochain rendez-vous électif. Vous pensez que votre parti a donc de fortes chances, même plus que ça, de remporter ces élections? Mais bien sûr, bien sûr, et je l'espère, parce que nous avons Jean-Luc Mélenchon qui est un personnage très instruit, très caractériel, mais qui arrive avec un programme politique que nous avons toutes et tous façonné
qui est à la pointe de ce que nous pouvons aujourd'hui avoir dans le monde politique et le visage politique français. Et nous aspirons non pas à gouverner, mais à mettre en place une constituante pour pouvoir mettre le peuple au sommet des gouvernements et donc du coup de créer la 6e République, oui, simplement. La 6e République, effectivement. On va revenir à la Palestine, à Gaza. Vous avez été sanctionné et on a vu ces images où vous aviez brandi l'emblème palestinien à l'Assemblée nationale française. Et c'est une image qui avait fait le tour du monde. Vous avez été ensuite, donc je le disais, sanctionné, harcelé. Est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez? Bien sûr que je le referai, parce que l'humanité tout entière est en train de mourir face à ce que nous pouvons aujourd'hui voir à Gaza. Il y a des enfants en train de mourir, c'est près de 55 000 personnes qui sont mortes, avec la plupart des enfants. Au bas mot, hein. Et des femmes. 55 000 mais il y a aussi des rapports d'universitaires comme l'université d'Oxford qui nous expliquent qu'il y a à peu près 377 000 personnes disparues dans la bande de Gaza, ce qui nous alerte sur le génocide en cours. Et d'avoir effectué ce geste, comme vous pouvez le voir, je me tapais la main sur le cœur parce que je suis extrêmement fier de ce geste et mon groupe l'a réitéré. Et nous le ferons si l'occasion se représente. Un jour, je pourrai le refaire. Mais ça n'aura pas le même symbole. Donc je ne le referai sûrement pas. Mais vous avez vu Rima Hassan partir avec la flottille humanitaire pour essayer de casser ce blocus humanitaire. Oui. Et c'est un geste qui a 100 fois plus d'importance que de soulever un drapeau. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de voir d'autres exemples partout dans le pays, partout dans le monde, prendre de telles initiatives pour essayer de dénoncer le génocide en cours à Gaza. Alors, il nous reste 2 questions avant de terminer cet entretien. Le génocide à Gaza a aussi révélé l'esprit racial qui traverse la société française, des mots en passant par des gestes, des actes violents en direction de la population arabo-musulmane sont en forte hausse depuis 2 ans, à peu près 2 ans. Dernier scandale connu, une enquête de Mediapart qui vient de révéler que le phénomène a atteint les grandes écoles françaises d'enseignement supérieur, des violences que les administrations ont pris à la légère, voulant préserver la réputation de leur établissement. Mediapart parle d'ailleurs d'une omerta institutionnelle concernant l'islamophobie en France. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que nous le vivons effectivement à travers tout le pays, sur une omerta, je vais dire même plus administrative et aussi dans le monde du travail, parce que la parole raciste se libère, la parole raciste, on va dire, s'accélère dans le monde du travail et notamment dans les institutions françaises. Et vous avez parfois des personnes qui osent tout et qui sont bien évidemment, on va dire, sauvegardées dans leur emploi. Je vais vous dire, j'ai eu plusieurs exemples, moi, dans la ville où je réside, où à Marseille, par exemple, un professeur a eu des propos racistes envers un élève et il est toujours en poste. Il n'a eu qu'un blâme. Un professeur qui partage des publications sur les réseaux sociaux racistes, à caractère raciste, et qui sont toujours en place au sein des institutions. C'est dramatique, mais il faut aujourd'hui s'efforcer pour essayer de faire changer cela, dénoncer, attaquer ces personnes-là par les juridictions qui sont les plus importantes et essayer d'avancer pour pouvoir justement changer les mentalités et en arrêter avec ce racisme qui est grandissant dans ce pays. Dernière question, ce terreau, ou le terreau de cet esprit islamophobe se trouve sans doute dans les racines coloniales de la France, c'est pas un secret, qui n'a d'ailleurs toujours pas soldé son passif mémoriel avec l'Algérie. Est-ce qu'il serait illusoire, en tout cas pour l'instant, avec le climat politique en France, de penser que la France pourrait faire un geste de reconnaître ces crimes coloniaux tout simplement? Mais elle se doit de le faire. Si elle ne le fait pas, elle est dans une erreur importante, parce que nous ne pouvons pas avancer. Justement, si nous ne reconnaissons pas aujourd'hui le fait que la France a colonisé des peuples
et a détruit des centaines de vies, nous ne pouvons pas avancer. La France le fait, l'a déjà fait, l'a fait pour l'Algérie, mais parfois avec une grande hypocrisie et sans réellement réparer... La France, ça fait quoi particulièrement? Vous voulez dire quoi? La France aujourd'hui a reconnu qu'elle a colonisé l'Algérie. Et la guerre d'Algérie, ça a été parce que quand vous reconnaissez que l'OAS est une organisation terroriste alors qu'elle a été créée par des Françaises et des Français, c'est reconnaître d'une partie qu'ils sont coupables d'avoir effectué cela. Mais on est loin de la reconnaissance de ce qui a été fait en Algérie. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup plus. Ouais. Faire beaucoup plus. Ce sont des gestes timides encore. L'histoire commune qui nous lie arrive à changer et que nous ayons tous des deux côtés de la rive le sourire pour que nous puissions avancer. Ouais. Et c'est important de le faire avec respect et d'apporter une parole de paix pour pouvoir avancer. Et ce que j'espère, et de toute manière, quoi qu'il en soit, si dans le temps qui arrive, nos élus qui nous entourent, celles et ceux de la France insoumise, voire de la gauche, du nouveau Front populaire qui n'existe plus mais qui peut-être réémergera, je l'espère, peut-être que vous allez avoir un autre discours plus respectueux et plus entendable de la part de votre pays et de votre peuple. Et c'est aussi votre pays. Bientôt. Ce que vous disiez en début d'émission. Merci beaucoup Sébastien Delogu. Je rappelle que vous êtes député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, issu donc de la France insoumise. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Merci énormément. Merci à vous de nous avoir suivis dans cet entretien spécial. Je le rappelle, merci. Excellente suite des programmes.